Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Thiambel Gimbayara, journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali, Agbako Tossé Alexandre, sociologue et anthropologue, et notre éditorialiste Jean-François Akanji-Kombe. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Tout de suite, notre grand angle. Les contours de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, se dessinent petit à petit. Le Sud-Africain Wankele Mene a été désigné à Addis Abeba lors du sommet de l'Union africaine pour la diriger. Un calendrier a également été établi pour l'opérationnalisation de ce vaste marché commun de plus d'1 milliard d'habitants, une zone de libre-échange censée développer le commerce intra-africain. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Éthiopie, Jacques Mboka. 2 345 000 km², plus de 80 millions d'habitants, pays à la flore et faune importante. Avec sa situation géographique aussi stratégique, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la zone économique de libre-échange continentale. Pour Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui a accordé une interview exclusive ce lundi 10 février à la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, Africa 24, ce marché est une initiative gagnant-gagnant. J'ai toujours dit que ce pays est béni. Il se trouve au carrefour de plusieurs sous-régions, organisations sous-régionales africaines et il possède énormément de potentialités, de ressources qui peuvent à la fois être bénéfiques pour lui en tant qu'État, mais également pour toutes ces régions qui nous sont frontalières. La République démocratique du Congo est sur plusieurs projets qui répondent aux objectifs de l'intégration du continent. La construction du port des Bananas et celle de pont-route Kinshasa-Brazzaville avec un coût estimé à 550 millions de dollars, dont la Banque africaine de développement a décaissé 290 millions de dollars, en sont quelques illustrations. Nous sommes en ce moment très engagés sur le projet INGA, un projet qui, s'il est développé dans toute son ampleur, peut énormément aider l'Afrique. Et je crois que nous allons, avec les pays de la région, nous impliquer davantage pour réaliser ce projet. Lancé officiellement au mois de juillet 2019 au sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu à Niamey au Niger, la zone de libre-échange économique du continent qui entre en vigueur en juillet 2020 sera donc un vaste marché qui s'étendra sur 1,2 milliard de consommateurs, représentant un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars dans l'ensemble des 55 pays membres de l'Union africaine. Donc un calendrier a été précisé concernant le lancement opérationnel de la zone de libre-échange africaine. 2020, on se dit que ce sera peut-être l'année de cette ZLECA, des années d'attente. Après des années d'attente, il faut bien le dire également. Pour autant, est-ce que tout est là pour permettre le lancement officiel, en tout cas de façon opérationnelle, de cette zone de libre-échange ? Moi, je pense que l'Afrique dispose de toutes ses capacités. Le seul problème pour moi, c'est le manque de volonté politique après. Sinon, aujourd'hui, nous avons un marché de 2 milliards 200 millions de personnes pour un PIB de 2500 milliards de dollars. Et donc, le premier objectif, c'est essayer de trouver les moyens pour doper le marché intra-africain. Mais comment y arriver aujourd'hui? Nous avons des guerres qui nous guettent sur le continent. Je pense que c'est des problèmes qu'il faudra régler rapidement, mais on connaît comment ça se passe. Il y a des guerres qui durent depuis longtemps. Sinon, je pense que l'Afrique a tous les moyens pour y arriver, mais il faut régler un certain nombre de problèmes avant, tels que les guerres et tout, et avant.
Tiambel Gimbayara, est-ce que cette zone de libre-échange peut véritablement être opérationnelle quand on connaît effectivement le contexte à la fois sécuritaire, mais aussi en termes de production, de ce que produisent les pays africains qui exportent surtout des matières premières? Il y a très peu de transformation. Entendons-nous bien, ça c'est un frein, l'industrialisation est un frein certainement. Mais en réalité, le potentiel est là, le marché est là, la demande est là, l'offre est là. Les pays africains ne sont pas développés au même niveau. Et déjà, si on parlait du postulat d'échange de zone en zone au sein de la CEDEAO, cette libre circulation des biens, des marchandises, et cette complémentarité entre les tenants d'un côté, le Nigeria qui tire le wagon avec d'autres pays qui suivent, et nous autres pays continentaux enclavés qui peuvent prendre la remorque, si cet exemple réussissait et qu'on accrochait au wagon de l'AOF, de l'Afrique occidentale, de la CEDEAO, je m'excuse, de la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest, à ce wagon-là, l'Afrique centrale, on accrochait ce wagon parce que les prémices de ce développement, en tout cas, sont venues de là et venues de cette expérimentation française-là. On accrochait ce wagon. De wagon en wagon, on finira par créer une vaste zone. Mais sauter tous ces périmètres-là et mettre un marché global, je suis un peu perplexe. Mais pourquoi pas? Jean-François Kandji-Kombe, alors vous avez cité le Nigeria qui a finalement accepté d'y prendre part, mais avec beaucoup de réticence. Et on sait que le Nigeria demeure un pays extrêmement protectionniste, Jean-François Kandji-Kombe. Mais extrêmement protectionniste, mais protectionniste d'ailleurs assez curieusement, essentiellement, et heureusement, essentiellement vis-à-vis des pays extérieurs à l'Afrique et vis-à-vis des pays qui sont des importateurs de produits étrangers à l'Afrique, la plupart du temps, y compris dans la zone CEDEAO. Ils ont des attitudes. Mais pour en venir à la question de la zone de libre-échange globale, moi je souhaite que ça réussisse. Mais j'ai un certain nombre de questionnements, pas de réticence, mais un certain nombre de questionnements. La zone de libre-échange, ça veut dire que les marchandises doivent pouvoir circuler librement. Et pour circuler, il faut des routes, il faut des moyens, transport aérien, transport par voie ferrée, etc. Est-ce que le maillage, en termes de transport, pour l'Afrique, il ne sera pas prêt pour 2020? Mais en tout cas, est-ce que le mouvement est lancé pour qu'on y arrive? Est-ce que les obstacles qui ont empêché que cela puisse réussir dans les cadres sous-régionaux jusqu'à maintenant va être abattu à l'échelle? Ça, c'est un premier questionnement. Le deuxième, c'est que libre-échange, il y a un accent qui me gêne. Moi, j'aimerais bien que l'Afrique se transforme en une Afrique des personnes, des hommes, des femmes, et en un marché à visage humain, si on peut dire, mais il faudrait même oublier la notion de marché. Mais les autres, je dis cela non seulement par utopie, mais parce que c'est la voie de la réussite. Les Européens, ils ont réussi leur intégration parce qu'ils ont compris que l'économie suivait l'homme et la femme. Et qu'il ne s'agissait pas simplement de faire déplacer des marchandises d'ici à là, d'un point A à un point B, mais que les personnes étaient aussi porteurs de projets économiques, ils étaient porteurs de développement économique, d'accroissement de richesse, etc. Prenez par exemple l'exemple très bref du marché des services. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, en termes de marchandises en Afrique, nous n'avons pas de produits transformés suffisamment pour être vraiment, que ce soit un pôle de développement. Mais les services, nous sommes un continent de services. Lorsque je me déplace comme touriste, je vais habiter dans un hôtel, je vais louer une chambre dans un hôtel, je vais aller consommer dans des restaurants, je vais aller dans des bars, je vais acheter des vêtements, je vais faire ceci. Et donc, cette possibilité-là de déplacement des personnes en tant que consommateurs aussi, devrait être permise. Or, on ne met pas assez l'accent là-dessus. Bien au contraire, ce sont des tracasseries administratives sur la circulation des Africains sur leur propre continent que l'on met, et on espère qu'à partir de là, le tout démarrera. C'est le début. Je pense qu'il est toujours possible, à partir d'un début, de changer un peu le chemin ou de changer la problématique. En tout cas, on les appelle à ouvrir la voie et à avoir les bonnes réflexions qui fassent que ce marché-là soit aux Africains et qui se l'approprient.
Il a parfaitement raison, vous avez parfaitement raison, mais l'Union européenne, si on se remémore, s'est construite autour du charbon. Si on devait extraire un minerai autour duquel on va construire ce marché avec la libre circulation des biens et des personnes, ce serait des minéraux aussi convoités, que ce soit au Zaïre, au Congo ou en Afrique de l'Ouest, autour de l'or, n'en parlons pas. En tout cas, c'est la difficulté majeure du continent africain. Et le manque d'industrialisation, de transformation de cette matière-là sur place, que ce soit même dans le domaine agricole avec le coton, dont on ne peut même pas filer, au Burkina, au Mali ou ailleurs. Mais l'Égypte a cette expérience qui peut donner, par exemple, à ce continent-là pour... Moi, je crois qu'en se complétant, on peut... Bien sûr, parce que je trouve que c'est... comme je le dis, moi, je suis pour cette zone. Maintenant, le problème, il faut arriver à doter, en fait, cette zone d'un cadre juridique très contraignant pour les pays. Par exemple, on peut trouver une loi qui interdit, par exemple, à tout pays de la zone d'exporter peut-être une petite quantité de produits bruts. Vous voyez, parce que jusqu'aujourd'hui, le modèle économique qu'on nous a imposé, c'est une économie extravertie. Il faut tout envoyer, pas même la première transformation sur le plat pour créer de l'emploi pour les jeunes et tout ça, donc tout pas. Et donc, il faut, dans le cadre de cette nouvelle zone, il faut trouver un cadre juridique empêchant cette façon, ce modèle économique. Je pense que s'ils veulent, ils peuvent y arriver. C'est ce qui fait ma crainte, parce que c'est un choix délibéré, un choix politique qui a du sens, d'avoir choisi le modèle de zone de libre-échange plutôt que le mode de zone d'intégration économique. Parce que la zone de libre-échange n'est pas, est un marché dans lequel il circule, mais n'a pas une politique à l'égard du monde qui est unique. On n'a pas de tarifs douaniers extérieurs communs pour tous les États africains. Or, par exemple, imaginez ce que vous appelez de vos voeux et que j'appelle de mes voeux également. Imaginez aujourd'hui que l'Afrique dise nos ressources minières à l'exportation, voilà la grille tarifaire que vont pratiquer, que vous alliez au Burkina, que vous alliez en Afrique du Sud, que vous allez en République centrafricaine, que vous alliez au Mali, vous aurez la même chose. On vous appliquera les mêmes règles tarifaires et les mêmes règles. C'est ça qu'il faut un cadre juridique. Or, ça ne peut pas se faire dans une zone de libre-échange économique. On a choisi le modèle qui était le moins contraignant possible pour les États et qui n'imposait pas notamment d'avoir des politiques fiscales communes, d'avoir des politiques communes, parce que tout ça, pour pouvoir produire, on espérait qu'il y ait des politiques d'accompagnement. Par exemple, une politique d'industrialisation conçue à l'échelle de l'Afrique et mise en œuvre dans tous les États est quelque chose de nécessaire si on veut que la zone de libre-échange, dans 20 ans, dans 30 ans, puisse avoir de la matière. Mais ils ont fait ce choix-là. Encore, je le dis une fois, c'est un début. On espère que ça évoluera et que ça évoluera dans le bon sens. Tiambel Gimbayara. Oui, c'est pourquoi je mettais quelques réserves par rapport au modèle et surtout à la démarche. De mon humble avis, avec l'intégration sous-région par sous-région, si on venait à tirer les leçons des échecs et à limiter les égarements ou l'éparpillement, on pourrait adjoindre à cela, au lieu du mot marché, dont on a peur en Afrique, c'est une intégration des zones pour aller vers la limitation. Parce que l'Afrique est déjà un marché pour le monde. Nous sommes un marché pour ces puissances-là. Et si il n'y a pas de coordination tarifaire dans nos différents pays, c'est que ça n'arrange pas certains. Mais évidemment. Ça n'arrange pas certains. Et ces exploitants, ça ne les arrange pas. Et ils seront tenus à nous voir ne pas évoluer vers cela. Ouais. Donc c'est aux dirigeants, c'est à nos responsables, aux initiateurs de ces plans-là, de réfléchir et d'uniformiser ces tarifs-là à l'échelle continentale. Maintenant, en partant de sous-région en sous-région. En tout cas, on n'a pas le sentiment qu'à l'heure actuelle, alors que la zone s'apprête à être opérationnalisée dans quelques mois, qu'il y ait une réelle volonté, en ce qui concerne par exemple les douanes, ou encore, en tous les cas, un changement total de modèle économique. On n'a pas le sentiment qu'il y ait une réelle volonté d'industrialiser. Je vous laisse peut-être poursuivre. Oui, parce que c'est la date qui est ma seule crainte. Sinon, je pense que si les États réussissent... Parce que le problème, c'est quoi? Il faut que les États
En fait, il faut que chacun essaie de rabaisser un peu son ego pour voir le continent et pas son petit État. Vous voyez, et faire des concessions pour avancer sur les initiatives. Mais si on veut toujours voir, est-ce que ça arrange tel, est-ce que tel pays, on ne va jamais y arriver. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cadre juridique, c'est-à-dire avec une adhésion volontaire. Vous voyez, il faut que les pays s'accordent pour mettre en place quelque chose, pour dire, écoutez, voyez tous les dégâts que nous avons, il est temps maintenant qu'on fasse des concessions pour mettre en place quelque chose. Il ne faut pas tout le temps aller appeler les Européens pour quoi que ce soit. Donc, il faut un cadre juridique dans lequel tout le monde adhère pour que les règles soient vraiment... Et cette fois-ci, vraiment, il faut que les règles soient... Parce que ce n'est pas les bidouillages juridiques qu'on connaît sur le continent. Non, il faut vraiment... Et ça demeure aussi un des gros problèmes du continent africain. On met en place des règles qu'on ne respecte pas. Après, on commence par bidouiller. Et après, c'est un peu comme la Libye. Au début, pourquoi ils pouvaient faire quelque chose avant que Kadhafi ne soit assassiné. Aujourd'hui, quand la situation est complètement profonde, maintenant ils décident il faut qu'on se réapproprie. C'est totalement insensé de comprendre sur un continent. Vous êtes chez vous, c'est les autres qui viennent, et maintenant vous dites vous voulez vous réapproprier de la situation. Quelle situation? Mais c'est une question qui va au-delà, à mon avis. Hein. Il faut du droit, il faut qu'on pense le droit, le bon droit, mais il faut changer aussi les réflexes et il faut changer des mentalités. Et ça, je pense que c'est un problème extrêmement vaste. Vous avez la zone dont je fais partie, la République centrafricaine fait partie, c'est-à-dire la zone CEMAC ou CEAC. On est dans une zone d'intégration dont le principe est la suppression des droits de douane et de tous les taxes d'effet équivalents à des droits de douane. Hein. C'est ça le principe. Mais vous verrez que nos douaniers, ils sont présents à l'aéroport et sur n'importe quoi que vous ramenez de Yaoundé ou de Brazzaville, ils vont vous prélever des taxes. Il y a quelque chose là qui relève d'une sorte de psychologie. Et puis, il y a aussi à travailler nos esprits pour que nous acceptions l'autre qui vient d'un autre pays africain comme ayant des droits sur notre sol. Nous sommes des peuples très chauvins. On nous a construits comme ça et nos chefs d'État nous ont construits comme ça. En disant, ici, nous sommes chez nous, les autres n'ont pas le droit de venir. Or, le principe de la libre circulation, c'est précisément que tout Africain puisse circuler dans n'importe quel pays, puisse avoir des activités économiques, puisse s'établir, en ayant des droits. Et je pense que c'est un mouvement qui est excellent, mais il faut l'accompagner par des campagnes d'explication, de sensibilisation en Afrique, à nos populations, sur les bienfaits de cela, sur les limites ou je ne sais pas. Mais tout ça, c'est des chantiers qui sont devant nous. Voilà, donc 2020, c'est pas... Merci à tous les trois. Gagné. On va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.